qu'est-ce qui vous divise au sein de l'opposition? Je n'ai pas lutté 20 ans pour laisser ma place à un autre, c'est pour rester, prendre le pouvoir. Risque d'endosser la responsabilité de l'échec de l'opposition congolaise. Caméré, c'est le produit du moubitisme. Pourtant, ils sont payés avec l'argent du contribuable congolais. À ce stade, je ne dénie à personne, bien entendu, d'avoir un point de vue. Ils vont vous replier 3 fois et ils se souviendront lorsque le coq va chanter. Créer un groupe, c'est comme si vous fouillez vos responsabilités. Et ça les arrange comme ça. J'ai posé une question simple au vieux Étienne Tshisekedi. Ils ne sont plus contents de leur système. Il faut laisser les talents s'exprimer. Vous allez découvrir ce que pense la société. Un esprit sain dans un corps sain. Celui-là avait raison. Bienvenue, merci. Les élections sont terminées, la campagne électorale aussi. Le président nouvellement élu est installé. Maintenant, il faut laisser la place à la réflexion, la place à l'après-élection, pour savoir maintenant qu'est-ce que l'on fait, dans quelle gouvernance il faut se placer, avec quels hommes, quelle méthode, quelle idéologie, quelle gouvernance. Voici maintenant les temps des intellectuels, de l'intelligentsia qui doit désormais réfléchir autour du Congo de demain. Alors, nous avons la chance d'avoir ici Edine Tamboué, qui est docteur en sociologie du pouvoir, en communication. Il est professeur des universités, directeur de collection chez l'Harmattan à Paris et cofondateur chez l'Harmattan RDC. Donc, il a été l'un des fondateurs de l'Harmattan RDC et il dirige depuis 2009 Carrefour Congo Culture à Bruxelles. À Kinshasa en ce moment. Bienvenue, professeur. Merci. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, nous allons avec vous réfléchir autour de ces paradigmes. Les élections est un passage obligé. Maintenant qu'il y a un nouveau président, il faut maintenant un nouveau gouvernement avec des nouvelles institutions parlementaires, Sénat, etc. Mais c'est plus au niveau de l'idéologie, au niveau de la pratique du pouvoir et de la gouvernance. Vous avez publié il y a quelques temps ces livres RD Congo, poursuite et accélération des réformes de l'État pour le mandat 2011-2016. La démarche était pourquoi faire? Ben pourquoi? Parce que il faut que chacun fasse son travail. Comme vous avez dit, l'heure est maintenant à l'action, l'heure est maintenant aux idées-actions. L'idée, d'abord, je voudrais donner le contexte général de cet ouvrage. C'est que cet ouvrage est tiré d'un autre gros ouvrage qui s'est appelé Qu'est-ce qui a changé 2006-2011, ce qui a changé. C'est un ouvrage que nous avons réalisé avec des professeurs d'université du pays et ceux de la diaspora, puisque comme vous le savez, je vis entre l'étranger et Kinshasa. Je travaille ici et je travaille également à l'étranger. Donc nous avions voulu jeter un regard critique, un regard général sur ce qui a changé sur ces 5 dernières années. Et mon article donc j'ai tiré mon article pour en faire un livre de circonstances, parce que vous savez, les gros livres dans notre société, parfois c'est pas facile à lire. Donc là, c'est un livre rapide en 50 pages. J'ai voulu esquisser ma pensée, j'ai voulu faire des propositions, j'ai voulu rentrer dans ces pôles d'intelligence que le président de la République a ouvert comme une perspective
pour demain, pour apporter humblement et ces livres ma étaient pierre pour à vous, l'édification voilà, des ces grands livres étaient pour vous l'appropriation du mandat, le mandat passé de Joseph Kabila, par les intellectuels que vous êtes. Parce qu'à un moment donné, on a dit les 5 chantiers, ce n'était pas encore intégré par les professionnels, ou autrement dit, les intellectuels intelligentsia s'étaient sentis un tout petit peu en marge de la démarche. Et vous avez donné l'éclairage par rapport à ce qui s'est passé pendant 5 ans. Oui, pendant 5 ans, parce que vous savez, une société fonctionne comme une synergie générale. Et le politique a pour fonction d'animer les différents secteurs de la vie nationale, les différents couloirs de la vie nationale. Et nous, les intellectuels, nous, les scientifiques, nous sommes dans un couloir. Donc, à chacun de faire son travail. Et pour nous, il paraissait impérieux, au moment où le pays se préparait à renouveler pour la première fois dans son histoire, parce que les élections qui viennent de se dérouler ont un caractère exceptionnel du point de vue de l'histoire de notre pays. Exceptionnel parce que pour la première fois, nous renouvelons par la voie démocratique, nous renouvelons par la norme démocratique les acteurs des institutions que nous avons installés il y a 5 ans. On n'a pas encore vu ça. Et puis ces élections, d'ailleurs certains ont dit ces élections c'était ou c'est la résurrection du pays ou c'est les chaos. Parce que comme vous le savez, et j'essaye mon livre commence par là, la République démocratique du Congo, ces pays à l'histoire si complexe, ces pays créés intellectuellement par un certain Léopold Ier, prince consort anglais, qui épouse Charlotte, reine d'Angleterre. La reine meurt en 1816. C'est cet homme-là, Léopold Ier, que les Belges vont appeler 15 ans après, en 1830, pour devenir le roi des Belges, le pays, le jeune pays, donc la Belgique, qui se constituait. Et ces pays qui appartiennent culturellement, intellectuellement, historiquement aux Anglais, sera comme ça marqué par ces sauts de cette singularité géostratégique. C'est pourquoi vous verrez que dans tout ce qu'on fait dans notre pays, il y a toujours le poids de la communauté internationale. Parce que ces pays est créé comme élément de la communauté internationale. Et nous ne sommes pas encore sortis de ça. Et pour revenir donc à votre question, donc ces élections étaient exceptionnelles, même du point de vue de la communauté internationale. Et vous voyez comment les choses, les tractations, mais ça rappelle 1960, ça rappelle d'autres, ça rappelle d'ailleurs 1990, ça rappelle 2006, en tout cas 2002 avec l'étrange transition 1+4 que nous avons connue. Donc il y a cette complexité. Nous devons aujourd'hui être à la hauteur de cet enjeu géostratégique. Et un de mes collègues, le professeur Banza, a écrit un gros livre pour expliquer tout ça. Oui, tout à fait. Mais évidemment, c'est très compliqué. Il faut que le savoir soit proche du pouvoir, désormais, parce qu'il y a le savoir et les avoirs. Il faut que le savoir, désormais, et je suis content que le président de la République, dans sa vision de la révolution de la modernité, parle en premier lieu du pôle d'intelligence. Il faut que l'intelligence habite le politique de manière forte, de manière présente, pour que nous soyons à la hauteur des enjeux d'un territoire aussi complexe que la RDC. Justement, j'aimerais savoir, parce que quand vous parlez de la pesanteur communauté internationale, oui. Et à partir de quel moment le Congo va se départir, on ne va pas dire de la domination extérieure, mais de cette proximité avec d'abord la Belgique, puis la communauté internationale au sens large du terme, dans tout ce qui se passe. Parce qu'on a l'impression que certains pays, notamment certains pays anglophones, ce sont des parties de la Grande-Bretagne, le Ghana, beaucoup de pays d'Afrique, le Nigeria par exemple. Mais lorsqu'il se passe quelque chose au Congo, on sent une espèce de pierre d'achoppement qui pèse sur la tête du Congo. À partir de quand il y aura cette émancipation? C'est à nous d'y travailler. C'est à nous de faire de la politique. C'est à nous de mettre en place une politique étrangère qui tient compte de la singularité de notre histoire. Il y a très peu de pays au monde avec l'histoire aussi complexe que la RDC. La RDC a été créée comme un espace d'échange international. La RDC est le résultat d'un compromis
À la limite, la Belgique n'a jamais vraiment colonisé ce pays. Demander, moi, je m'amuse à demander à mes étudiants de me citer un seul auteur belge qu'ils ont lu. Rien. Il n'y a rien de sentimental entre la Belgique et nous, mais c'est normal. C'est parce que ce pays a été créé par la communauté internationale. Le premier président, entre guillemets, du pays, Francis de Witton, c'était un Anglais. C'est le pays des Livingstone, c'est le pays des Stanley. En 1908, la Belgique dut reprendre le Congo, mais la colonisation n'a duré que 50 ans. Donc nous avons un statut, d'ailleurs nous sommes nés comme un État indépendant, donc du Congo. Donc il y a, je vais aller vite, nous avons une singularité historique et nous devons maintenant bâtir l'avenir, bâtir le présent en tenant compte de cette singularité. Je pense que nous n'avons jamais tenu compte avec précision, avec méthode de cette singularité du pays. Alors, revenons au livre. Mais attention, l'Afrique du Sud a la même singularité. Donc, bien sûr, mais ce n'est pas quelque chose qui va nous coller à la peau. Nous aurons toujours sur le dos la communauté internationale, mais, ça dépend de nous de gérer cette donne géopolitique. Et ça, c'est la politique. Est-ce que c'est parce que la spécificité du Congo, avec ses richesses, son immensité, sa culture multiforme, ou c'est parce que cette communauté internationale aimerait toujours profiter un tout petit peu du Congo? C'est comme dans un couple, les relations évoluent avec les temps. Évidemment, aujourd'hui, nous sommes indépendants. Nous sommes indépendants, mais nous sommes marqués par une histoire. C'est à nous de nous réapproprier cette histoire, d'actualiser cette histoire et de construire un avenir, un devenir, d'avoir des rapports au sein du monde, en Afrique, en tenant compte de cette donnée. On ne peut pas, comme le dit d'ailleurs si bien le professeur Banza, on ne peut pas se départir de cette donne. C'est une donne à gérer. C'est un peu comme la diaspora. La diaspora aujourd'hui, puisque c'est l'un des sujets sur lequel je travaille beaucoup. Par exemple, la diaspora, il faut évidemment condamner les actes judiciairement répréhensibles qui ont été produits par la diaspora, mais au-delà de la condamnation, il faut faire de la politique. La politique, c'est quoi? C'est regarder cette réalité froidement, systématiquement, et de mettre en place une stratégie globale. Et intégrer les revendications. Mais il ne faut jamais pas intégrer, je n'ai pas des réponses. Quelqu'un qui dit aujourd'hui, j'ai des réponses, j'ai dit c'est faux, parce qu'il faut une réflexion beaucoup plus profonde, et on n'a jamais fait cette réflexion. Le livre dit poursuite et accélération des réformes. Moi, je serais tenté de vous poser la question, les élections, oui, cycle électoral, oui, et maintenant, on fait quoi? Et maintenant, on fait quoi? Et ces élections ont consacré la victoire du président, sans surprise pour nous, parce que le texte, là, je l'ai écrit il y a presque un an. Vous étiez un peu prophète, hein? Non, pas prophète. Quand on fait un peu de prospective, évidemment, tout indiquait que le président de la République allait gagner. Pourquoi il a gagné parmi tant d'autres candidats? D'abord parce que, et là c'est le spécialiste de la communication politique qui va s'exprimer, parce que c'est le seul candidat qui avait les deux éléments essentiels dans une campagne. Un bilan et un élan. Bilan, élan. Personne d'autre n'avait ça. Explication? Le bilan. Le chef de l'État depuis 10 ans, est en train de construire et dans une voie de reconstruction avec une certaine méthode. Et cette méthode a permis, en gros, 2 résultats globaux. La stabilisation du cadre macro-politique, on n'en parle pas souvent, et institutionnel, et la stabilisation du cadre, en tout cas des paramètres macroéconomiques, en gros. Et moi, j'estime que le chef de l'État, c'est ça le sens de mon livre, le chef de l'État est dans une sorte de 3e séquence historique. La première séquence étant de 2001 à 2006, avec réunification, la guerre, avec ses problèmes. Et puis 1+4 et tout ça. Avec ses enjeux. Oui. Et puis